va pouvoir commencer. Vous m'entendez ou pas? Oui. Eh bien, bonsoir. Je vous invite à vous asseoir. Il reste quelques places un petit peu là et un peu sur le côté. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue pour le nouveau cycle de conférences holistiques. Cette année, 3 conférences jusqu'en 2022 et nous en aurons 5 en 2023. Alors, aujourd'hui, la conférence, ça sera avec Tony Lablanche, donc sur la pratique sportive ou l'éveil des motivations profondes. Et avant, une partie sur Arcopol, pour dire que Arcopol est partenaire des holistiques, donc c'est-à-dire qu'elle accueille les événements holistiques, mais pas que, elle accueille aussi les événements des talentueuses, qui sont des concerts, à peu près 4 fois par an, des concerts plutôt locaux, de groupes locaux, pour la promotion de la musique tourangelle. Arcopol, c'est quoi? C'est un espace de coworking, donc où il y a des salles de réunion, des salles de formation, et la grande salle que vous voyez ici, qui peut être évidemment louée à l'année. Holistique, en fait, c'est une association donc, qui veut promouvoir tout ce qui est bien-être, médecine alternative. Il a comme par exemple ce soir du coaching sportif. Holistique a comme partenaire donc Arcopol et aussi Via Energetica. Que dire? L'idée d'Holistique, c'est de proposer des conférences et de se rencontrer. Donc voilà, l'idée c'est ici, Tony va faire sa conférence, ça sera sous forme d'interview, et après vous pourrez lui poser des questions. L'idée c'est que ça soit le plus interactif possible. Et après, donc, il y a un pot qui est offert gratuitement après la conférence. L'idée c'est de se rencontrer. Les membres d'Holistique, vous les avez ici. Alors, je ne vais pas faire la description de tout le monde, mais grosso modo, vous avez des thérapeutes, vous avez des tricothérapeutes, des sonothérapeutes, des professeurs de yoga, naturopathes et des coachs. Donc voilà, un groupe qui est très orienté, évidemment, bien-être. Alors, on vous propose d'adhérer à l'association. Qu'est-ce que ça vous donne en fait? Ça vous donne le droit d'accéder à la conférence de soir, par exemple, en différé sur YouTube. Donc on les enregistre toutes, et par contre, simplement accessible gratuitement les conférences de l'année dernière, et cette année, voilà, si vous voulez voir toutes celles de 2022-2023, c'est une adhésion de 15 €. Et en plus, on vous propose une soirée adhérent qui a lieu en juin. Et donc là, c'est une soirée sympa, où justement tout le monde apporte un petit peu à manger, à boire, et on fait la fête. L'année dernière, je me souviens que c'était assez festif, on est fini tous à danser sur cette fête. Voilà. Soirée adhérent. Alors, on n'a pas encore fixé la date, mais ça sera en juin 2020. Les cycles de conférences de 2022. Donc, on a Tony Lablanche ce soir. On va voir le jeudi 24 novembre la trichothérapie, qui est une coupe énergétique faite par un énergéticien. On va voir le jeudi 15 décembre, résonance du cœur, avec Stéphane, ici. Et voilà pour cette année. Après, les autres cycles, on vous les présentera certainement au cours de ces 2 prochaines conférences. Et bien maintenant, je vais passer la parole à Tony Lablanche et aussi Audrey de l'association qui va faire la présentation, qui va co-présenter cette conférence donc, sur la pratique sportive ou l'éveil des motivations profondes. Et puis, voilà, vous pouvez les accueillir en fait. Je te passe le micro. Et Tony, tu ne peux pas encore parler puisqu'il faut déjà que la table. Je vais attendre. C'est bon. C'est bon. Vas-y, parle, on entend bien ici. Tout se passe bien? Vous m'entendez bien? Non, pas trop. Parle plus fort, Tony. Vas-y. Vas-y, Tony. Un peu plus fort. Est-ce que tu l'as allumé? Attends. Allez, doucement. Vas-y, parle. Là, c'est bon. Ah, ça va, Parfait. ok. Bonsoir, Tony Lablanche. Bonsoir, oui.
Sonia Blanche, tu es originaire de Vierzon. Tu as grandi dans le quartier sensible. Quartier joyeux. Quartier joyeux, quartier sensible. Et il est vrai que pour toi, le sport a toujours été vecteur de croissance, puisque tu cours depuis 6 ans, tu joues au foot depuis 6 ans. Et très clairement, tu es passionné par l'humain, on peut le dire, puisque déjà depuis fort longtemps, tu suis des formations en développement personnel, par exemple la PNL, programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la communication non violente. Tu es également associé à une entreprise de rénovation de l'habitat, une entreprise dans l'immobilier. Et il est vrai que je trouve vraiment que tu incarnes ce qu'on appelle le développement personnel, le dev perso, puisque on va dire que malgré une nature peut-être un peu anxieuse, peut-être un peu timide, tu as réussi à installer une véritable stabilité émotionnelle que tu as mis à contribution d'une cause qui te tient à cœur. Et tu as pu accompagner une magnifique association qui s'appelle Magie à l'hôpital. Je cours avec les enfants. Grâce à, on va dire, à cette envie, tu as réussi à mobiliser beaucoup de ressources, puisque tu as relevé un pari extraordinaire, courir 37 semi-marathons en 37 jours, ceci en 2019, et on va avoir la preuve en image, puisque on a un beau reportage à offrir. C'est juste avant. Je sais pas. Patience. Si, ça marche. Ça marche. Patience. Appuie un petit peu moins souvent. Cette preuve en image se fait attendre, mais elle mérite notre patience. C'est bon, Sylvain ? Normalement, oui. Non, Appuie sur l'ordinateur, ça va peut-être te faire avancer. Appuie sur l'ordinateur. Appuie sur le. Entrée. Non, flèche. Flèche à droite. On aura la preuve en image tout à l'heure. Non, flèche. Bon, on va enchaîner, peut-être on la montrera tout de suite. Ouais. Sauf si on a le soutien d'un technicien. Non mais voilà, alors encourageons l'énergie dans la salle. Oui, là. C'est courir 37 semi-marathons sur 37 jours pour Magie à l'hôpital. Vous pouvez venir courir 1 km, 6 km, 14 ou 21 km avec Tony, qui lui va faire 37 fois les semi-marathons. C'est l'objectif, c'est le but, et on le répète, du plaisir et du plaisir, parce que tout le monde se rencontre ici, tout le monde se parle, et tout le monde court dans la joie. Et puis évidemment, on est là aussi pour créer un événement solidaire, parce que tous les fonds qu'on collecte seront reversés à Magie à l'hôpital pour réaliser les rêves d'enfance. Venez courir pour les enfants. Plein de plaisir. On a fait pas mal de gens qui ont participé à tout ça, qui sont là ce soir. Ça méritait la patience, merci. Alors Tony, il est parti de quoi ton rêve? Alors, il est parti de quoi je dirais enfant peut-être d'une colère profonde. Parce que la colère, ça peut être une source de motivation. J'ai envie de raconter l'anecdote du fait que j'étais seul dans mon canapé quand c'est devenu. J'aime dire, une fois sur un plateau de télévision, je me suis surpris à répondre à cette même question. Et j'ai le sentiment que c'est le projet qui m'a choisi et que c'est pas moi qui l'ai choisi.
J'ai vraiment l'impression d'avoir été élu pour le faire. Et comme je l'ai souvent répété, d'avoir été un outil ou un véhicule à ce projet et à la cause, qui permet beaucoup de détachement d'un point de vue de l'ego aussi. Et j'en ai d'abord parlé à mes enfants. C'est les premières personnes avec lesquelles j'en ai parlé. J'ai tout de suite vu immédiatement des étoiles dans leurs yeux, dans le sens où ça leur paraissait pas très compliqué et puis c'est naturellement évident et possible. Donc ça, c'était encourageant déjà. Et l'autre personne à qui j'en ai parlé s'appelle Ludovic Chornon, qui est lui-même champion du monde de triathlon. Et il m'a posé 3 questions que j'ai envie de vous partager, parce que le but de cette conférence, c'est pas de parler de moi, c'est d'apporter des choses, d'apporter des sources ou des informations intéressantes pour vous, qui êtes ou manager, ou entraîneur, ou coach personnel. Il m'a posé 3 questions, et la première, elle est fondamentale dans un projet comme celui-là, c'est la question de l'ego qui revient. Pourquoi je le faisais? Je me suis longtemps arrêté sur cette question, parce que si vraiment il y avait une part d'ego là-dedans, je pense qu'un tel projet, on va pas le faire. Et je pense que j'aurais même pas pris le départ, et qu'au bout de quelques entraînements, c'était tellement difficile qu'au bout de quelques entraînements, voilà, je pense qu'on fait pas beaucoup de chemin. Si la motivation profonde ou fondamentale, c'était celle-là. C'est le sens. En fait, c'est le sens de ce projet qui lui permet de renverser les montagnes. Et le sens, c'était la cause pour ce que j'avais envie de défendre. De le faire pour les autres, de le faire avec les autres et pour les autres. C'est vraiment important. 3e question, c'en était pas une, il m'a répondu, j'ai encore en écho, go, go, go. Et là, ce 3e élément-là, j'ai compris que on était parti. Et celui-là, il peut être un petit peu angoissant parce que ça devient rivalité, comme la chanson de l'entrée tout à l'heure, parce qu'on passe en une fraction de seconde du rêve à la réalité. Et ça veut dire qu'à partir du moment où je l'ai sorti de moi-même et que je l'ai dit à quelqu'un, ça veut dire que ça se matérialise et que ça va se faire. Donc là, il n'y a plus qu'un. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti un pétillement dans toutes mes cellules, et je vais en revenir tout à l'heure dessus, parce que le pétillement, il était le départ, le point de départ. Quand j'ai appris que tu joues au foot depuis l'âge de 6 ans, j'étais assez étonnée. Et tu peux nous parler de tes motivations à courir depuis ce très jeune âge? La colère. Il y a un mec qui est en colère. La joie, la colère, la joie, j'ai envie de dire, voilà, on était très en colère dans mon équipe de foot quand on était gamin. Mais allez, j'ai quelques anecdotes, parce que ça sera un peu plus drôle que de vous raconter quelque chose de descendant. Peut-être les défauts, je vais revenir dessus, c'est-à-dire que j'étais très souvent en retard et j'ai d'abord couru après mon bus très souvent. Ok. Voilà comment on peut commencer à courir, par exemple, courir après le bus. J'ai une autre anecdote, ce qui est marrant d'ailleurs, les synchronicités. J'ai une autre anecdote aussi, c'est que on avait tendance à piquer les bonbons à les boulangeries avec quelques copains. Et on a couru aussi en sortant de la boulangerie en piquant quelques bonbons. Et l'anecdote fait que mon acolyte qui piquait les bonbons avec moi est devenu cycliste professionnel. Et lui était à vélo et moi je courais. Et je sautais sur son porte-bagages. Et hier, il nous a fait un clin d'œil sur Facebook. Je crois que c'est une qui connaît, c'est Yann Pivois. Donc voilà, des anecdotes d'enfants que j'avais envie de raconter pour apporter un petit peu de joie, mais c'est surtout le sport qui m'a animé. Surtout le foot. Et pour moi, la course à pied, c'est très récent. C'est pas mon sport à la base. Moi, je suis pas... quand on joue au foot, on peut quand même. J'étais plus feignant quand j'étais footballeur pour m'entraîner. Et pour nourrir ce rêve et pour accomplir cet exploit, tu as mobilisé quoi comme ressources internes, comme ressources externes? Les ressources internes, je voulais effectivement en parler un petit peu de ça. Le sens, comme je le répète tout à l'heure, c'est-à-dire le sens, c'était la motivation. La motivation de faire ce record n'avait pas beaucoup. Le record en lui-même, franchement, c'était un prétexte marketing. J'insiste là-dessus. C'est pas très important.
La preuve en est, je pense qu'on reviendra là-dessus, c'est pas ça qui est important. Le record, ça peut faire venir des gens, ça peut faire venir des entreprises. Les ressources, elles ont vraiment été la cause. De le faire pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Voilà. Les enfants, les familles, parce qu'il n'y a pas que les enfants ils sont aussi accompagnés de familles, ils sont accompagnés d'associations, et qui sont venus, et voir cette joie les mettre à l'honneur, et le fait de faire quelque chose pour eux, ça a vraiment été un sens profond, une motivation profonde et interne. La motivation externe, il paraît que quand on est sur son chemin, tout vient à soi, et ça je l'ai vérifié, je l'ai expérimenté, c'est vrai. Je suis parti seul dans ce projet, j'ai rencontré que des bonnes personnes, comme vous avez vu tout à l'heure, il y en a d'autres ici. Je pense à Mamet, je pense à Zach, je pense à Astrid qui sont devant moi, je pense à Stéphane, c'est une rencontre improbable, Virginie Charot, on a vu tout à l'heure, David Moré, c'est tellement de gens, c'était absolument extraordinaire ça. Et j'ai eu un staff extraordinaire parce que, ouais, on va avoir quelques photos. Et je finis sur le staff parce qu'ils sont importants. Moi j'ai été l'outil principal, j'ai été l'acteur principal mis en avant, mais cette réussite, c'est la réussite de tout le monde. C'est la réussite des gens qui sont venus courir pendant le projet, mais en amont, Stéphane, Virginie, David, tous, les kinés, ostéo, j'ai eu les meilleurs. Franchement, tout ce qui se fait de mieux, je l'ai eu autour de moi, et les ressources externes, c'est eux, elles valent autant que les ressources internes. Voilà. Et je finis sur la colère, avant qu'on voit les photos, parce que j'ai beaucoup parlé de colère au départ. La plus belle chose qui me soit arrivée dans ce projet, c'est que la colère s'est transformée pendant les entraînements par de la paix. Et moi, je suis arrivé le premier jour de ce projet, le premier semi-marathon, je suis arrivé un peu vite. Donc avec la colère, je pense que ça a été un levier principal au départ, et on ne va pas bien loin, elle s'est vraiment transformée en paix. Et pour faire tout ce parcours, je pense que sans se blesser, il n'y a qu'en paix qu'on peut le faire avec beaucoup d'amour et pas avec de la colère. Donc voilà la transformation qui s'est passée. Voilà pour mettre à l'honneur les personnes qui t'ont accompagné. Ça, c'était le premier jour. Je vois que les amis, Claire, séparatrice, Jocelyn. David, qui était mon chauffeur, qui était le nom de mes amis, qui vit à Barcelone maintenant. Virginie, c'était aussi le premier jour. On va passer quelques photos. Stéphane, avec une belle citation, Stéphane, un entraîneur de basket. Voilà, quelques belles photos de partage. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de générosité, beaucoup de partage. Ces gens-là ont été là très très souvent. Le monsieur à droite et le papa de cette petite, et la petite réclamait à venir tous les mercredis. Et le papa venait courir pour elle tous les samedis. Tous les mercredis, elle est venue faire le semi-marathon. C'est bien la preuve qu'il y avait la bonne distance, parce que là, c'est Garmin qui me dit il y a 1 km 200, donc on peut l'homologuer. Même si je ne veux pas, on peut l'homologuer. Bon, en 2h09, bon, il y en a qui courent plus vite. Voilà. Il y a plein de gens c'était tous les jours. C'était tous les jours un after work sportif, j'ai envie de dire, avec une pochette surprise de gens qui étaient là. 50, 60, 70, parfois quand il pleuvait, on était 15. Voilà. C'est chouette. C'est des amis. Enfin, qui sont devenus en tout cas. Ou d'autres depuis bien plus longtemps. Elle est belle cette citation. Un ami d'enfance. Et avec lequel j'ai commencé à vivre avec les ans. Merci pour ce partage d'équipe. Celle-ci, elle est assez extraordinaire. J'ai une anecdote à raconter sur celle-ci. Elle est incroyable. Elle est incroyable quand, voilà, il y a peut-être des gens qui sont croyants, je ne sais pas, moi je prends beaucoup d'énergie. Celle-ci, elle était exactement en plein milieu des semis, elle était au 18e.
rémunération. À mi-parcours, les actes dessus. Il s'est passé un truc de dingue. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on est à la moitié du semi et à la moitié du bout. Et il y a plein de gens qui courent avec lui, et il y a plein d'enfants du quartier qui ont déboulé de partout et qui ont voulu être sur la photo. Et je trouve qu'elle est assez extraordinaire dans le partage et l'échange de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle est complètement tombée du ciel, cette photo. Et elle reflète tellement ce que je voulais faire, ce que j'avais envie de défendre, que les pixels sont pas terribles, mais elle est vraiment belle. Tu veux continuer? En tout cas, parce que sinon, moi, je peux jusqu'à demain matin. Je pense que c'est vraiment le reflet de ce qu'on appelle du rêve à la matérialisation. Parce qu'aujourd'hui, Tony Lablanche, il est également coach, bien sûr, préparateur mental. Et je sais que tu es très très fier d'enregistrer ce rôle auprès d'un public très varié, parce que tu es sollicité par ce type de personnes. Et je vais te laisser présenter la version Tony Lablanche 2022, upgradée. Voilà, donc on se retrouve à la fin de la conférence. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'accompagner les autres et de me mettre au service des autres, c'est un vrai bonheur. Le bonheur, c'est vraiment celui-là. J'aime bien cette place-là. Préparateur mental, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. C'est effectivement des gens qui veulent se former à ça ou se certifier à ça. C'est ce qu'on nous vend, c'est ce qui est proposé. Moi, le diplôme que j'ai passé, la certification que j'ai passée, s'appelle bien préparateur mental. Personnellement, j'aurais envie de le rebaptiser accompagnateur de l'élément humain. C'est le terme que j'ai le plus adapté que j'ai trouvé. Et accoucheur de ressources, des ressources de l'autre. Qu'on parle de sport, d'entreprise ou de qui que ce soit, de tout événement qui peut se passer dans la vie, on peut toujours avoir besoin d'être coaché et les ressources on les a, chacun les a en lui. Il faut juste parfois un guide, un accompagnant pour les pointer, pour en prendre conscience et les exploiter. On va démarrer le sujet, c'est peut-être un peu plus important que ce dont on parlait tout à l'heure. Elle est super cette photo. Ce monsieur qui est plus là aujourd'hui, c'est des gens, vous voyez, forcément, vous ne pouvez pas courir, mais ce monsieur m'a dit de lui donner enfin, pas vous et moi et mon équipe, pas moi, c'est beaucoup là que j'espère que c'est pas comme tous les gens qui sont venus courir. Et il m'a apporté du bonheur parce qu'il venait souvent. Et je pense que peut-être, c'est lui qui le dit, s'il a vécu un peu plus longtemps dans sa maladie, en tout cas, ça lui a apporté de la joie pendant 36 jours, rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. Si une personne, un enfant, ou même un monsieur de cet âge-là, parce qu'il n'y a pas que les enfants, on a pu apporter de la joie à une seule personne, c'est bien l'essentiel. Ce qui est marrant dans cette photo, c'est que le pétillement du départ, j'avais pas prévu, mais il était là aussi à l'arrivée. Voilà, on va rester sur une image collective, c'est le plus important. Alors, la préparation mentale. Voilà, vous parlez du sujet, dont Mohamed, tu es friand, parce que tu en es un aussi. Il y a plusieurs éléments dans la préparation mentale, et entre autres, la fixation d'objectifs, qui est fondamentale, les sentiments motivationnels, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, les routines et les rituels, l'imagerie mentale, plus communément appelée la sophrologie, la concentration et la gestion du stress. Aujourd'hui, on ne peut pas tout aborder, ça nous demanderait trop de temps. Donc, j'avais envie de vous parler principalement de la fixation d'objectifs parce
parce que sans objectif, on ne peut pas aller loin, et de la motivation. Rien que ces deux sujets-là, en parlant succinctement, alors c'est pas une formation, c'est pas descendant, c'est juste vous donner une approche de ce que ça peut être, quelques clés et quelques éléments. Si je ne sais pas où je vais, je suis certain d'arriver nulle part. Effectivement, j'aime bien cette phrase parce que fixer un objectif, ça se fait de manière précise. Et il y a quelques éléments clés, quelques ingrédients à avoir dans un objectif pour qu'il soit bien déterminé. Et s'il manque un de ces éléments-là pyramidal, que j'appelle la pyramide du succès, un objectif mal défini peut, vous savez, dans le sport comme dans l'entreprise, le détail il est important. On peut échouer rien qu'à cause d'un des éléments. Un objectif, il s'exprime en je décide, je veux, je vais. Il s'écrit, il se matérialise par l'écrit, il se segmente. Alors quand je parle de il se segmente, c'est qu'un objectif, il se découpe à court, moyen et long terme, ce qu'on appelle les sous-objectifs ou les objectifs de processus. Il est difficile mais réalisable, parce qu'il ne faut pas qu'il soit, effectivement, il y a des choses qui sont du domaine du rêve, et il faut qu'il soit réaliste et à portée d'eux. Et pourquoi à portée d'eux? Parce que il doit être timé, il doit être daté. Je considère qu'on peut tout faire, tout obtenir, mais à condition de mettre de la date, c'est-à-dire que si j'ai jamais couru, je ne vais pas réussir un marathon dans une semaine, encore que, ou la diagonale des fous, puisqu'elle a lieu au samedi. Si j'ai jamais couru et que je m'y prends ce soir, j'ai peu de chances de faire la diagonale des fous samedi. Mais si j'y vais par étapes, peut-être que dans un an, je pense qu'Astrid en a mis un illustre exemple, si j'y vais par étapes, je peux atteindre de grandes choses, mais parce que j'ai eu des objectifs à court, moyen ou long terme. Il est donc daté, il est composé d'objectifs de processus, ça c'est les objectifs de passage, il est formulé de manière précise et positive. La méthode SPORT, alors j'ai choisi celle-ci parce que pour clarifier un objectif, il y a plein de méthodes. Vous avez certainement déjà entendu parler de la méthode SMART, et il y en a un package important de méthodes pour ça. J'ai choisi celle SPORT parce qu'elle vous parle, parce que ça fait partie du thème d'aujourd'hui. Effectivement, c'est pouvoir écrire en phase spécifique, positif, observable, réaliste et temporalisé. C'est un bon code négo parce que comme on est là sur le thème du sport, vous pourrez effectivement vous en rappeler assez facilement. Voilà pour l'objectif. C'était une petite parenthèse. On va principalement se parler de la motivation parce que c'est pour ça que nous êtes venus. L'outil motivation, sans motivation qui porte, tout est difficile. Agir sur la motivation est possible. Ça fait partie du rôle du coach. Ça fait partie du rôle d'un entraîneur ou d'un accompagnant. C'est possible et donc particulièrement utile à la pratique sportive. Alors motiver, on peut le faire en criant sur les gens, on peut le faire en disant allez, on peut le faire de différentes manières, mais c'est une vraie science. Il y a des vrais moyens, il y a des vrais outils, et que chaque éducateur devrait avoir, je pense, à son équipe. Et quand on parle de motivation, on parle de sentiment. Et ça, j'aime bien ce terme, parce que la motivation, d'où le fait préparateur mental ne convient pas trop, parce que quand on parle que la motivation elle est dans le cerveau, en fait, la preuve en est que c'est pas vrai, parce que tout ce qui est écrit sur la motivation parle de sentiment. Donc la motivation, elle vient bien du cœur, elle vient bien à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Donc à chaque fois, vous direz à chaque fois, aie du mental et sois motivé, et force-toi ou fais appel à ton cerveau, faites appel au cœur, ça ne marche pas du tout. Parce que c'est une question de sentiments, et ces sentiments-là, on va les visiter. Le premier sentiment motivationnel, il s'appelle l'autonomie. La motivation, à quoi ça sert dans le sport ou dans la vie? Ça sert à se sentir plus heureux. Vous avez tous été motivés par quelque chose, à se sentir plus heureux. Et quand vous êtes heureux, vous avez un rapport au temps qui est complètement différent. Et vous vous sentez plus performant. Voilà. Donc le sentiment d'autonomie, c'est une invitation à collaborer. C'est-à-dire qu'un athlète,
un collaborateur, un employé, qui que ce soit, quand vous l'invitez à collaborer, quand il s'investit, quand il a la liberté de s'investir et la liberté de penser et qu'il devient acteur, je pense, et pour l'avoir, j'ai été aussi manager, je pense qu'on obtient beaucoup plus de résultats en invitant sa collaboration à être. J'aime bien ce terme être et je m'arrête dessus, avec en grande majuscule, quand vous le laissez être, ce qui n'empêche pas et que vous lui donnez de l'alternative, et je pense que tout le monde est capable, je pense que tout le monde a de l'intelligence, tout le monde a du potentiel, et il faut juste croire en l'être, et le guider, et lui donner de l'alternative, ça ne veut pas dire manquer de cadre ou de structure. Je pense qu'on met un peu trop de cadre ou un peu de structure, ça on fait ça avec une machine, avec un être humain, invité à sa créativité et à sa liberté, on obtient des choses qu'on n'aurait pas pu avoir avec une machine. Donc l'autonomie, et je pense que le système d'éducation avec nos enfants d'ailleurs manque un petit peu d'autonomie et un peu trop de formatage, donc si on peut compenser et les laisser créer, ça serait pas mal. Je vais vous donner un exemple parce que j'aime bien illustrer ce que je dis. Je prends un exemple que j'ai vu sur un entraînement d'un plongiste, quelqu'un qui faisait du tennis de table. Ces entraînements, il a beaucoup évolué à partir du moment où il a donné cette autonomie, c'est-à-dire d'avoir toujours sur des séances de sport, parce que Zach, tu es entraîneur aussi, entraîneur ici, d'avoir un temps de travail spécifique et un temps de liberté. Et je trouve dommage quand je vois des enfants de 11-13 ans avoir que du travail spécifique, même entre autres en gymnastique, et de ne pas avoir un temps libre. Et un entraînement doit toujours être, je pense, composé des deux, pensez-y. C'est-à-dire, on peut faire une demi-heure de gestes spécifiques, de coups droits, de revers, et un temps libre d'attaque libre, par exemple. Coup droit, revers, et d'avoir un petit peu de jeu dans chaque entraînement. Voilà pour l'autonomie. Donc, le maître mot, j'ai envie de dire, quand on est entraîneur en autonomie, c'est d'ajuster les consignes données et laisser une part de choix, de liberté et de responsabilité à l'autre. Deuxième sentiment, le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, alors attention, la compétence, pour la trouver, c'est toujours cette recherche d'équilibre, c'est toujours cette recherche du juste milieu. Parce que j'ai vu beaucoup de gens ou en incompétence et on cherche à les faire évoluer, ou en surcompétence. C'est comme la surestime et la sous-estime. C'est exactement le même sujet. Et on doit les guider à trouver le juste milieu, le milieu du cœur. Parce que quand on est dans l'incompétence ou la surcompétence, quand on en fait trop ou pas assez, de toute façon, on n'est pas dans le juste. Donc la compétence, ça se recadre. Je vais vous donner une image. C'est le feu tricolore. J'ai eu une athlète il y a peu de temps que vous connaissez, qui pleurait à tous les entraînements, qui a de la compétence, mais qui pensait qu'elle loupait tout. Elle a beaucoup évolué. À partir du moment où je lui avais donné un exercice, c'est sur un mois, tous ces entraînements, de pouvoir, par rapport à ce qu'il lui est donné, en face, mettre du rouge, du vert ou du orange. Elle s'est aperçue que sur 30 jours d'entraînement, elle en avait 28 dans le vert, et les deux autres, ils n'étaient même pas dans le rouge, ils étaient dans le orange. Je lui ai juste fait prendre conscience qu'elle réussissait ses entraînements. Et elle avait la croyance profonde qu'elle les loupait. Elle avait le sentiment d'y rater. Mais factuellement, elle les réussissait. Donc le fait que sur son réfrigérateur, elle puisse voir qu'elle validait toutes ses séances, ça lui a donné en fait une prise de conscience de ses compétences. Voilà un outil tout simple qu'on peut utiliser. C'est pointer du doigt les compétences et pas non plus à chaque fois consoler et dire aussi quand ça va pas. Voilà pour ça. Voilà pour la compétence. Faire prendre conscience de ses compétences et les visualiser. Le sentiment, troisième sentiment, le sentiment d'appartenance. Je sais si celui-là est très important. Sentiment d'appartenance, il est, à mon avis, socialement. Et là, il y a des athlètes professionnels ici.
mais qui ont d'abord commencé à être des amateurs. Et je pense que le sport, avant tout, est un vecteur de société, de rassemblement, de tolérance et sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, il y a plein d'éducateurs, il y a plein de clubs, il y a plein de gens dans les quartiers et ailleurs, dans les villages aussi, en campagne, qui rassemblent les enfants, les ados, les seniors, les vétérans, parce qu'à un moment donné, et je le fais encore aujourd'hui, il y a ce sentiment d'appartenir à un club, à un groupe, il est important pour l'homme. Et dans le sport, c'est aussi un sentiment motivationnel très important. Parce que l'individu, en fait, quand vous gérez un athlète, il n'est pas qu'un athlète. Et c'est aussi le problème du sport professionnel. Il y a des agents de joueurs de football professionnels ici, il y a des sportifs professionnels. Quand vous avez le sentiment d'être que le sportif pro, sentimentalement, c'est beau. Voilà. Et il ne faut pas s'étonner que des jeunes gâchent leur carrière ou qu'on voit des scandales à la télé concernant les sportifs. Et que je crois qu'il faut surtout et d'abord les reconnaître à un endroit. Je parle souvent du cœur, et ça on l'a souvent partagé avec Stéphane. Merci. Les reconnaître pour ce qu'ils sont, dans tous les cas. Qu'ils échouent, qu'ils soient bons, moins bons, qu'ils réussissent ou pas. On n'accompagne pas quelqu'un par intérêt de ce qu'il fait ou de ce qu'il représente. On l'accompagne parce qu'on l'aime. Et je pense que si on n'a pas ça, il ne faut pas le faire. Et je pense qu'en créant cette relation, on obtient effectivement de bien plus grands résultats que si on est là que pour exploiter. J'ai une phrase qu'un jour une femme qui est 12 fois championne du monde de boxe, une grande sportive française, qui a été finaliste, elle n'a pas gagné Koh-Lanta, elle a été finaliste de Koh-Lanta, qui un jour m'a dit, avant que je prenne le départ de mon premier semi-marathon, elle m'a dit, Tony, tout part de là. J'ai pas bien compris cette phrase. Elle avait une phrase importante à me dire. Elle m'a dit que ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et cette reconnaissance qu'on a envers soi, cette appartenance qu'on a à soi, elle est fondamentale parce que tout part des tripes. Et c'est ce qu'elle était en train de me dire, tout part du cœur. Et quand vous accompagnez effectivement un athlète dans ce sentiment d'appartenance, on obtient de grands résultats. Cette championne, c'est Myriam Lamar. Et je pense que pour certains, vous la connaissez un peu. Et voilà, ces grands sportifs, parfois, en une phrase, ils vous retournent la tête ou le cœur, mais je voulais vous la partager avec vous ce soir. Tout part on avance, faire en sorte d'être apprécié pour soi et pas seulement pour le résultat comme le livre. Le sentiment de plaisir, alors celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien, parce que moi, je fais quand même beaucoup de choses par plaisir. C'est difficile pour moi de faire autrement. Donc celui-là, on n'a jamais eu trop besoin d'appuyer dessus. Mais en tout cas, quand un sportif perd le plaisir, il est important de le ramener. Allez, je vous prends les notes. Excusez-moi. Ah, le plaisir, il y a. Donc, le naturellement, ce que j'appelle le naturellement motivé. Ah, il y a. Le naturellement motivé, parce que quand on fait les choses avec plaisir, tout roule, vous le savez. Par contre, le problème, c'est quand il n'y en a plus. Il faut tout simplement remettre en place les causes du plaisir, réactiver, aller chercher, investiguer les valeurs qui ont amusé, aller chercher l'enfant, quel que soit l'âge de votre athlète, qu'il ait 30, 40, voilà. Allez chercher l'enfant. J'ai eu une conversation une fois avec Fabien Barthès, peut-être que tu le connais, et qui me dit, voilà, le mec il est champion du monde, il est champion d'Europe, et il est pro. Son plus grand plaisir, et ça on l'a connu, Zach,
c'est des tournois de foot quand on est gamin. Et je pense que tous les joueurs que tu as, et ils nous diront, voilà, on est devenu pro, on peut gagner le ballon d'or, on peut tout ça. Les tournois de foot quand on est gamin et qu'on va manger une merguez et qu'on nous emmène dans le bus, et voilà, on peut devenir champion du monde, ça égalera jamais ça. Ça égalera jamais ça. Et si vous reconnectez l'athlète à ce plaisir-là, il y a de fortes chances qu'il retrouve le sens du sport qu'il fait et l'amour qu'il a pour la discipline, sinon encouragez-le à arrêter, que ce soit le football, le tennis ou autre chose. Donc faites en sorte qu'il s'amuse, faites en sorte qu'il retrouve les fondamentaux de pourquoi il le fait et ce qui l'anime précisément. Ça va aller toujours trouver le sentiment de progrès. Alors ça, c'est quand le doute, quand le sportif doute. Le sentiment de progrès, c'est un travail un peu plus factuel, c'est de segmenter. C'est de retrouver du progrès sur des petits gestes. C'est retrouver les fondamentaux et d'aller travailler des étapes dans n'importe quel sport, je ne sais pas, dites-moi un sport au hasard. Handball, j'ai entendu. Dans le handball, tout simplement, le premier geste, ça va être le rebond, par exemple, de dribbler, c'est-à-dire de faire rebondir la balle, ou c'est ce qu'on apprend aux enfants, de marcher d'abord et de faire rebondir la balle. Pour un pro, quand il se rééduque, quand il revient de blessure ou quand ça va pas, il faut reprendre, ça peut paraître très infantile, mais c'est reprendre ces gestes-là, reprendre confiance avec ces gestes-là. Segmenter, découper et retravailler. Moi, je me souviens, pour une anecdote, j'avais une grosse opération et j'avais pris la liberté, je ne devais pas bouger, je ne devais pas être débranché, etc. J'avais tout débranché, j'avais voulu marcher dans les couloirs, je me suis écroulé au pas de la porte et l'infirmière avait souri, elle m'avait nargué un peu en me disant vous n'êtes pas prêt de faire un marathon. J'avais jamais fait un marathon de ma vie. J'ai regardé en souriant et je me suis dit demain je vais me lever, je vais me redébrancher et je referai un pas de plus. Ce que j'ai fait, et puis après j'ai fait des semi-marathons. Mais j'y étais progressivement. Le sentiment d'engagement. Alors celui-ci. Là c'est pas grave. On va faire ça. Le sentiment d'engagement. Donner du sens à l'action en la reliant à l'un des ingrédients motivationnels de la personne. Je vais reprendre parce que c'est quand même important. Ouais. Ouais, c'est important. Je vous cite ça. Je vous raconte une petite anecdote sur le sentiment d'engagement. C'est de trouver le sens. Et celui-là, on va petit à petit aller sur la motivation profonde. Je vous raconte l'histoire d'un étudiant en informatique qui était passionné, qui voulait devenir écrivain, mais que ses parents voulaient absolument qu'il soit informaticien. Bref. Il était complètement déprimé dans ce métier d'informaticien. À partir du moment où il a été relié à un ingrédient motivationnel qui a été que le fait qu'il soit informaticien soit une étape parallèle, préalable à son objectif. C'est un objectif de processus en fait, c'est pour découper ça. Une solution financière pour qu'un jour son rêve devienne réalité, de devenir écrivain. Il a obtenu d'autres résultats. Je pense que c'est valable pour nos enfants aussi, c'est quel que soit leur rêve, s'il y a des étapes à avoir et qu'ils ne trouvent pas le sens aujourd'hui, si le bac c'est une étape pour arriver à autre chose, on peut peut-être leur expliquer que c'est une étape de processus, mais que le rêve ne s'écroule pas et que c'est un temps de passage. Et d'aller voir un peu plus loin. J'ai un autre exemple dans l'engagement, c'est de ne pas se tromper de communication. J'ai l'exemple d'un karatéka, Christophe Pinard, et qui est lui aussi champion du monde une fois de karaté. J'avais rencontré il y a longtemps et qui m'expliquait que
on lui communiquait, dans un sport de combat aussi violent et fort que celui-là, on lui communiquait le fait de battre l'autre, de manger l'autre, de dévorer l'autre. Ce driver-là, il va marcher avec, je vous donne l'exemple d'un athlète, parce que ça veut dire que ça ne marche pas là, ce type de propos. Il va très bien marcher en appelant l'animal ou un certain cerveau que va avoir un Teddy Riner, qui fonctionne complètement comme ça. Mais on peut faire du judo ou du karaté en ayant un autre sens profond. C'est-à-dire que lui, Christophe, considérait ça comme de la danse, un art, quelque chose de très artistique et quelque chose de très beau. Donc, le motiver en lui donnant des messages, des drivers hyper violents, ça ne faisait pas sens pour lui et ça le démotivait plus qu'autre chose. Donc, vous voyez, faites toujours attention avec l'athlète à qui vous parlez, à l'artiste, à la bête entre guillemets, ou plutôt à quelqu'un de plutôt créatif ou autre. Parce qu'il y a plein de drivers et ne vous trompez pas parce que sinon, ça ne va pas lui parler beaucoup. Voilà pour l'engagement. On va finir sur cette étape de motivation, sur l'hypermotivation. L'hypermotivation, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent en témoigner parce que vous l'avez eu à un moment donné. Astrid, ce que tu viens de faire, les 100 km. Mamed, dans ce Paris Tour. Cyril, j'en parle pas. La motivation, l'hypermotivation, c'est le sens. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est mettre en place tous ces sentiments qu'on vient de parler, quand tout ça est naturellement réuni. Quand tout ça est au vert et quand tout ça est à 200%, le plaisir, la compétence, le progrès, l'engagement, et que vous trouvez en plus cette petite cerise sur le gâteau, mais qui change tout, le sens fondamental de ce que vous faites, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Ou ceux que vous accompagnez, il n'y a plus grand chose qui peut les arrêter. C'est ce qu'on appelle le flow. Quand au tennis, on devient le geste, ou quand vous ne ressentez même plus que vous pourrez, et que vous incarnez le geste, et vous devenez ce que vous faites. Pour ceux qui l'ont déjà vécu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la motivation. Et finir sur ce beau mot, comme la chanson de tout à l'heure, Rêvalité, que j'ai découvert il y a peu de temps. C'est passer du rêve à la réalité, et quand tout ça se mélange, le mot possible, il est bien joli, il est bien encourageant, il est bien motivant. Et j'aime bien cette phrase de dire que rien n'est impossible, mais je préfère l'écrire avec un UN, impossible est le début de tous les possibles. Et il y a toujours un premier pas à faire, et quand vous accompagnez quelqu'un, quand vous le faites faire, ou quand vous l'accompagnez sur le premier pas, vous avez pratiquement déjà tout fait. C'est pour dire qu'il est très important. Je vais terminer sur cette phrase en disant que, avant de passer aux questions, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer. Donc, créer le vôtre ou inviter les personnes que vous accompagnez à le créer. Tu peux rester debout, Tony, parce que maintenant on va avoir l'honneur et l'avantage d'accueillir les questions du public, parce qu'on profite de l'énergie de la présence de Tony. Donc tu vas pouvoir revenir sous les spotlights, Tony, peut-être te mettre debout. Voilà. Merci Audrey beaucoup. aussi, tu peux te mettre sur la lumière parce que on te voit plus. Voilà. Et il y a un micro qui va circuler au sein du public, donc pour connaître les secrets de Tony Lablanche. Il n'y a pas de secret, tu vas tout nous dire ce soir. Waouh! Tiens, on m'a caché. Je vais commencer, si vous voulez. J'avais une remarque plus, parce que depuis qu'on fait holistique, on voit surtout, on va dire 80% de public féminin. Et alors là, regardez le public, on est presque à 50-50. Et je me dis, ça vient d'où en fait? Est-ce que le sport attire plus les hommes ou quelle est cette mixité? Voilà. C'est une remarque, hein, voilà. Que font les hommes dans la salle? C'est ça la question. Oh, je sais pas, j'en sais rien, mais on est très content de les voir là. Ils sont où d'habitude? Alors Tony, que font les hommes dans la salle? J'ai acheté le public en fait.
Parce qu'en fait, il n'y a que. Non, j'ai l'impression qu'ils ont tous payé leur place quand même. Il paraît que même, comme on entendait tout à l'heure, il a commencé avec 10 personnes, parce que sa famille et ses amis, donc je me souhaite la même chose que lui. D'accord. Mais il n'y a pas une raison cachée quand même. Le sport, c'est pas une, Ah bah le sport, c'est une discipline qui rallie plus d'hommes que de femmes? Non. Pas du tout? Enfin, je pense pas. Bon, alors je m'y Non, mets. surtout pas. Demain, je m'y mets. Surtout pas. Non. Alors, une autre question, s'il vous plaît, puisque nous sommes là pour Il y ça. a des grands sportifs là. Tous les cas, t'en as deux. Il y a des grandes sportives, on voit plein. Des femmes sportives en fait. C'est vrai. Ah là, il y a, oui, parce que toutes les femmes qui sont ici sont des grandes sportives là, donc je ne dis Alors, pas que les gars ne sont pas, mais. On vous questionnera. Vas-y. Denis, j'ai une première question. Comment se fait-il que tu ne figures pas encore dans le Guinness des records? Ah bah parce que j'en suis fier, parce que je veux pas y être. Bah bonne question, parce que ça m'intéresse pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le record c'est du marketing, et que c'est pas très important. C'est une bonne réponse aux journalistes, peut-être qu'il y en a ici qui des fois racontent un peu n'importe quoi, et quand je les croise, je les regarde, mais ils sont en train de chercher leur pellicule dans un appareil photo, mais ça c'est dit. S'il y en a, voilà. Mais sinon, j'ai de bonnes relations avec la presse, des fois. Et pourquoi je ne l'ai pas? C'est très simple. Je vous ai expliqué. Le Guinness, c'est un système américain qui fonctionne de la manière suivante, c'est qu'il faut payer. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer pour y être et faire n'importe quoi. Il y a faire homologuer. Tout est fait pour que ce soit homologué. Tout est enregistré, tout est validé. On a tout pour le valider, même encore aujourd'hui. Je peux le faire demain matin si vous voulez. Mais ça coûte de l'argent. Et plus on le fait tard, plus ça coûte. Alors je vais encore moins le faire aujourd'hui. Il y a deux choses. C'est où je faisais valider ce record et puis j'avais mon nom dans le Guinness. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas besoin de ça dans la vie. Aucun sens. Si on ramène ça au sens, ça n'a aucun sens pour moi. Et à côté de ça, cet argent-là, il faut rappeler qu'on a récolté de l'argent avec ces dossards. Tous les gens qui sont venus courir ont versé 1 euro, 5 euros, 10 euros, des maillots, des t-shirts, tout ce qui s'est fait. Et on a récolté quand même beaucoup d'argent et je vais vous expliquer à quoi ça a servi. L'idée, c'était d'emmener dans un bus certains enfants en fin de vie pour aller voir la montagne ou habiter depuis très longtemps et qui n'avaient jamais vu la nature ni la montagne de leur vie. Donc entre utiliser cet argent pour faire ça et avoir mon nom dans le Guinness, j'ai même envie de vous dire que la question ne se pose même pas et que le choix a été vite fait. Voilà pourquoi. Et comme l'argent est parti, ça ne se fera pas parce que je ne vais pas le payer, encore moins. Sinon, il faut recourir en plus. Non, ben non, je ne le refais pas. S'il y en a un qui veut faire 38, je l'aiderai avec grand plaisir. J'ai toujours dit, mais alors moi je l'encourage, je viens avec lui, je ne le refais pas. Et autre chose. Alors, la deuxième question, c'est comment créer le déclic chez une personne qui ne fait pas de sport, hein? Enfin, comment créer ce sens ou aider cette personne à connecter au sens de faire du sport. Alors, sport, peut-être que ça me renvoie beaucoup à la performance. J'aurais tendance à dire avoir une culture physique, c'est-à-dire une habitude, une discipline, de s'entretenir. Voilà, comment faire naître cette petite graine dans la personne. S'il n'a pas envie de faire de sport, pourquoi le chou s'appelle? Une bonne question. Non, mais déjà, dans la question, j'avais pourquoi je lui provoquerais un déclic, c'est la part. Et si elle a envie d'en faire, si elle a... oui, si elle a envie d'en faire, mais que c'est assez fastidieux pour. C'est difficile, la motivation. Entretenir. Là, je pense qu'il y a des outils, hein, très bonne question, parce qu'il y a tous les outils qu'on vient d'aborder tout à l'heure. C'est l'envie est là, c'est d'aller chercher vraiment la motivation. Peut-être qu'elle n'a pas exprimé, peut-être qu'elle n'a pas écrit, peut-être qu'elle n'est pas allée au fond, chercher vraiment pourquoi elle le fait, qu'est-ce qui la motive vraiment. Donc là, définir un objectif et puis aller chercher ce qui la motive, ça peut aider. Et il y a des gens qui ont besoin aussi d'être accompagnés. Mais ce qu'on vient de voir, c'est des outils intéressants qui sont aidants.
Merci pour la. Ça peut mériter aussi un coaching. Mais la personne qui veut pas peut la laisser tranquille. Faut pas D'autres vouloir pour les questions? autres. Salut Tony, Salut Stéphane. tu vas bien? J'ai Bravo, t'as con. une question. Ouais. On va pas intervenir, on le dit. Ce que je voulais te dire, alors c'est pas vraiment une question, enfin, je connais la réponse, j'avais envie que tu la partages. Tu parlais tout à l'heure d'aller contacter l'enfant. On a parlé très rapidement de visualisation, de ressenti. Est-ce que tu peux nous dire, bon, tu t'es entraîné dehors, mais tu t'es entraîné aussi sur des tapis. Est-ce que tu peux me dire à la fin de ta séance de tapis ce qui se passait en toi? Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as rejoué par exemple la fin de ta course? Ah oui, dans des entraînements, oui, je me suis retrouvé à des entraînements des fois à 23 heures, dans des conditions un peu difficiles, etc. Oui, j'ai imaginé, ouais, j'ai imaginé plein de fois, et c'est vrai que ce pétillement, ça c'est intéressant ce que dit Stéphane en sophro, c'est l'imaginaire, et ça je pense que tous ceux qui ont couru, combien l'imaginaire peut vous porter à visualiser, et vous arrivez pendant que vous vous entraînez à imaginer, à rêver d'une arrivée ou une situation. Et vous ressentez faire revivre des situations, entre autres, puisqu'on parle de l'enfant, quand les enfants vont pas bien ou vivent des moments difficiles, si vous pouvez les reconnecter à des plaisirs de la vie, mais cellulaires en fait, vibratoires, on peut revivre les choses de cette manière. J'ai souvent parfois revu. Ouais, je me souviens que tu me disais que sur ton tapis, tu rejouais en fait, tu rejouais en fait la ligne d'arrivée. Ouais, parce que moi je me souviens de rien en fait. Les choses se sont passées sans que je les vive. Tu les as tellement vécues pendant que tu t'entraînais que ce moment où tu passes la ligne, finalement, mieux vécu seul qu'avec une. c'était plus pour nous en tout cas. Et merci de nous avoir fait vibrer comme ça. Est-ce que tu peux, par exemple, quand je dis que sur le chemin on fait une belle rencontre, est-ce que tu peux raconter notre rencontre? Oui, c'est parce que tu t'en souviens pas ou c'est... Si, je m'en souviens très bien. Je vais commencer et il finit, c'est ça? J'ai fait que les rencontrer les uns les autres au fur et à mesure par je parlais de Virginie Charot qui a été une actrice formidable. Je la rencontre, un trail de nuit en autonomie, 41 km, dans la nuit. La fille, on se parle, je vois pas son visage, on se rencontre de nuit en fin de forêt, dans pleine forêt. Elle devient une actrice incontournable de ce projet. Stéphane, je le rencontre dans le 36 à Châteauroux, où je m'entraînais. Je finis une séance d'entraînement très importante. J'étais vraiment au bout, et je vois ce gars au fond en train d'entraîner des jeunes basketteuses de l'équipe d'Espagne. Et des poissonniers et des jeunes de l'équipe d'Espagne. Et je leur vois faire un séance. Je vais à côté et je lui demande si je peux m'entraîner avec eux. Et j'ai entendu ce coach, parce que c'en est un très grand, parler à ses enfants d'une manière où je me suis dit, wow, si j'ai eu des bons, j'ai eu des grands monsieur, mais il leur parlait, comme on doit, je pense, leur parler aujourd'hui, il leur parlait, parce que nos enfants aujourd'hui sont beaucoup plus éveillés que ce qu'on a pu l'être, il leur parlait comme des grands, il leur parlait avec le cœur, il les considérait vraiment, enfin c'était magique ce qu'il leur disait. Et je leur ai dit, je me suis permis de prendre la parole en leur disant que vous avez beaucoup de chance d'être accompagné par un monsieur comme ça. On a pris 2 minutes pour parler. Je vais parler de mon projet. Et voilà, il est là aujourd'hui, on ne s'est pas quitté. Et il a fait partie de ma prépa. Il a fait quelques entraînements. Des fois, je courais pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, j'étais au téléphone en train de courir avec lui. Dans l'oreillette. Dans l'oreillette. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une question. Quels sont tes projets futurs? Quelle est l'étape suivante pour toi maintenant? Projet futur. Étape suivante maintenant. Projet lesquels? C'est-à-dire Voilà, sportif ou dans ta vie de coach?
C'est ça. Je fais confiance à l'impro. Prédire le futur, c'est. Ça, c'est déjà mon présent. C'est pas que je suis en train de faire diversion. Hein, je vous montrerai une diapo à la fin, vous comprendrez ou pas, mais mes projets sont là. En fait, j'attends avec impatience. C'est un grand challenge, c'est une grande aventure que j'ai jamais accomplie. Ils ne sont pas toujours totalement accomplis dans la vie, mais il y a des rôles que j'ai pas encore, encore des choses que j'ai pas expérimentées. Et là, c'est une autre aventure bien plus grande que 37 secondes marathon. Bien, on est en haleine là. Quel suspense. Où est cette diapo? D'autres questions? Ah non, on veut savoir. Tout le monde veut s'arrêter sur cette question. Oui, non, Zach. Pas de question piège. Pas d'anecdote intime. Tu me connais bien, c'est ce que j'allais dire. Du challenge. On parle beaucoup de l'athlète et tu nous as présenté les différents sentiments, les différents leviers que tu avais. Bon, ça passe bien sûr par un savoir-être avant d'être un savoir-faire. À quel moment le coach, quel est le sentiment du coach dans le résultat, quel qu'il soit? Détaché. Quand l'athlète n'a pas forcément été au bout de son objectif, où tu en es quand c'est comme ça? J'ai pas. Alors, merci Zach pour cette question parce que je fais une grande distinction entre l'entraîneur et l'accompagnant que je suis sur cette partie. Moi, c'est très important cette question, merci. Moi, je ne rentre pas dans la sphère de l'entraîneur. Et les entraîneurs ont beaucoup de mal à comprendre. Je suis en train de travailler, je suis en discussion avec des clubs professionnels de football. J'avais un ami qui est agent, qui a dû partir. Il est agent de grands joueurs. Et le problème des entraîneurs aujourd'hui, je discute avec le Land professionnel de Chambray, par exemple, avec le FC Lorient de football, avec Lille, il y a eu discuté avec le TDB ou le basket en local. Les entraîneurs ont peur, ils veulent tout contrôler et le coaching mental, il est encore très difficile à comprendre pour les entraîneurs parce que ça manque d'explication. Les entraîneurs pensent, et on l'a vu, on le sait, on y a été confronté, l'entraîneur il veut tout maîtriser, tout contrôler, et à partir du moment où on est touché à son athlète, c'est une démarche personnelle. Je le vis avec certains athlètes. Je suis détaché du résultat parce que je pense qu'il faut l'être, parce que le résultat lui appartient. On est accompagnant, on n'est pas acteur. C'est très important de faire attention à ne pas vouloir pour l'autre. J'ai des progrès à faire moi là-dessus aussi. Ça, c'est des sujets sensibles. Et moi, j'ai envie de dire que quand j'accompagne un athlète, je vais être plus sur l'homme en fait. Souvent, les sujets sont très très personnels, très intimes. J'accompagne plus son bien-être global et son équilibre global, au même titre que peut le faire un ostéo ou un kiné ou un soignant. Donc, je suis détaché de cette proximité. Mais ça m'a permis, cette question m'a permis de bien cloisonner les différences. Donc, c'est ça. Moi, j'avais envie de vous demander comment vous inscrivez ça, comment tu inscris ça dans ta vie de famille, et cette passion, cet amour pour les gens qui t'accompagnent, quelle place ça prend, comment faire pour que ça reste équilibré, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable, voilà. Oui, il y a de la place pour ça. Ma vie de famille, elle est prioritaire encore plus aujourd'hui. Elle est primordiale, c'est la plus importante. Elle est au centre de tout, donc elle restera toujours la priorité. Pour être disponible pour les autres. Voilà. J'ai un ami qui est thérapeute ici et il sait très, très bien le faire. C'est modélisant. Voilà.
C'est modélisant ce qu'il fait parce que sa famille d'abord, avant la famille. Et après, le temps, on peut avoir du temps disponible pour les autres à partir du moment où on gère bien pour ça. Merci. Bonsoir Tony, bonsoir tout le monde. Je t'avais dit que j'étais timide. Après notre entraînement mardi, je le suis toujours, mais je vais te poser une question. Il y a un mot que tu as utilisé plusieurs fois ce soir, c'est le mot colère. Ça m'interpelle. Je ne sais plus, parce que je sais plus ce que c'est. Donc, Moi, je voulais te poser une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as encore de la colère? Ben non, parce que comme j'expliquais, elle s'est diluée pendant ce défi, vraiment. Donc c'était un fil conducteur, j'avais envie d'en parler parce que je suis vraiment parti avec ça. Et on fait les choses pour les autres, mais moi, ce projet, je pensais pas le faire pour moi, mais il m'a transformé. Hein. Et pareil, il y avait un grand monsieur qui m'a dit, tu verras, dans ce projet, tu changes intrinsèquement. Parce que la motivation intrinsèque, on en a parlé tout à l'heure, l'hypermotivation, c'est la motivation intrinsèque. Les cellules changent. Moi, j'étais beaucoup plus éveillé après, etc. Donc, non, c'est vraiment dilué encore plus. Non, c'est pas. Non. Bravo à toi en tout cas. Merci. Michel, que je connais depuis peu de temps, j'ai une petite anecdote, pareil, une belle rencontre. Je ne peux pas dire oui à tout le monde, mais j'ai quand même beaucoup de mal à dire non quand même. Et je peux témoigner, Michel. Michel tenait absolument à me voir. Des fois je dis oui, des fois je dis plus tard, des fois je peux pas, etc. Et je lui ai dit oui, j'ai pris du temps, je dis ok, on se voit. Et il m'a parlé de sa fille. Parle-en de toi-même, tu en parleras beaucoup mieux que moi. C'est pas prévu ça, non? Ah oui, mais jamais. Tu sais que c'est important. Aujourd'hui, j'ai une fille de 8 ans qui va avoir 9 ans au mois de décembre, qui se déplace en fauteuil roulant. Je ne vais pas te mettre dans cette situation-là, mais peut-être plus de la demande en fait. Voilà, tu m'as sollicité pour parce que ça te parle et que tu as envie de faire quelque chose pour ta fille, c'est ça? C'est ça. Et je t'ai dit oui. Donc je pense que j'ai des bons camarades là qui me suivent partout aujourd'hui. Je les suis aussi. On sera. Merci. Je le sais, j'en doute pas. On va se raconter des histoires. Alors, la réponse à cette question posée, là, qui reste dans le C'est champ. fini? Moi j'étais bon sur la question. C'était bien. C'est pas un journaliste, j'espère. C'est pas un journaliste. Non, c'est pas du tout. Attention, les journalistes. Je suis un runner, un trailer, totalement amateur. Une chose qui me parlait, j'ai une question, celle du début. Tu es assis dans ton canapé et tu dis, je vais faire ça. La question c'est, est-ce que tu te dis, j'ai la capacité de le faire et je vais mener à bien mon projet. J'aimerais faire ça. Je sais qu'aujourd'hui, j'en ai pas la capacité, mais je vais quand même y arriver. Peut-être effectivement en m'aidant, en m'appuyant sur d'autres personnes, mais je vais y arriver. Très bonne question. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est très étrange. Ça peut paraître étrange, mais capacité ou pas, je ne me suis pas posé la question, j'avais aucun. Ça m'a traversé quand je vous disais. C'est sur un autre plan. Moi, ce projet, il m'a choisi, c'est un peu différent. Je comprends cette question, elle est très cartésienne, elle est très. On se pose ce genre de questions, je me la suis déjà posée quand je veux faire un marathon. Je veux faire un trail. Voilà. Ça, ces questions-là, elles sont légitimes, et on se les pose, et on se les pose trop parfois. Mais elles sont normales. Dans ce qui s'est passé pour moi, elles ne se sont pas posées, c'est évident. Cependant, on en est assez parlé, les jours n'ont pas été que faciles, et que parfois, je me réveillais le matin. Très bonne question. Ça m'est arrivé de me réveiller en disant, je
je me levais, mais je me disais, c'est quoi cette connerie? J'ai rêvé ou j'ai parlé à des gens qui allaient faire ça. Je me dis, mais je préférais, je souhaitais que ce soit un rêve en fait. J'allumais mon portable le matin et j'avais les SMS de tout le monde. Oui, il manque ça. Parce que le plus dur là-dedans, c'est pas de courir, c'est de monter le projet, d'aller voir les gens. Ça c'était très cool. J'adore ça. Ça, c'était un vrai marathon. J'adore ça. Et quand j'avais leur SMS et tout ça, je me suis dit, c'est pas que j'ai mal dormi, c'est que il y a des matins où je me suis réveillé enthousiaste et il y a des matins où je me suis dit, et parfois même à 7 jours du départ. Où je me suis dit, qu'est-ce que et parfois, pourtant, j'avais jamais eu aucun doute, mais j'avais des frictions, des moments où je me dis, et si je m'arrête à 3? Et au fond, vous voyez, ça c'est le mental. Voilà. Pourquoi j'aime pas la prépa mentale? Ça c'est le mental qui parlait, et très vite, la foi profonde, que j'avais aucun doute que je ferais. Vous voyez la différence? Voilà, et je voulais parler de concentration. La concentration, dans tout ça, on pourra peut-être faire une conférence si vous voulez. Mais je me souviens, le 36e semi-marathon, il y a quelqu'un, de ma famille en plus, qui me dit, bon bah c'est bon, c'est gagné. Je regarde, je dis, bah non, vous faites tout, il en reste un demain. Wow. Quelle prétention. Je suis à 36, je suis pas à 37. J'ai regardé, je dis, ah non, c'est pas de la prétention, ouais, enfin, surtout pas. C'est surtout de l'humilité et de la concentration à rester jusqu'au bout. Parce que le matin sous la bouche, et ça a failli m'arriver en plus, tu peux te faire un genou et que le 37e, il ne se fait pas. Hein. Et 36, ça ne fait pas 37. Et l'objectif, il est. Donc rester concentré, rester humble, tout le monde ne le comprend pas forcément. Mais on choisit ses amis, on choisit pas sa famille, vous voyez. Et au final, tu es resté. Ils sont venus, mais ils croyaient qu'ils venaient à la Fora Live. Tu es resté au service du projet. Ouais, d'ailleurs, ouais, j'ai plein d'anecdotes, je pourrais écrire un livre. Quand ils sont venus à la Fora Live, le premier jour, ils sont venus. Ils ont squatté mon lit. Le premier semi-marathon, j'ai pas pu dormir. J'ai dû aller les chercher à 3h, 4h du matin. Ils sont partis à la fin du deuxième. Je me suis dit, bon, c'est gentil d'être venus, mais eux, ils pensaient qu'ils venaient à la foire de Tours. Et je les ai amenés. J'ai dormi dans un clic-clac, j'ai pas pu dormir de la nuit blanche entre le premier et le deuxième semi. Je me suis dit, waouh, il m'en reste 36, ça va être compliqué. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Je vais pas rester concentré. Pourquoi 37? Le chiffre du département. D'accord. Il y avait, le record existait, hein. Il y avait un Américain qui en avait fait 19. Je suis du 18, ça faisait pas 19, sinon j'aurais fait le faire chez moi. C'est chez moi, c'est aussi ici maintenant. Mais voilà, juste pour le département. Ça tient pas grand-chose. Vive le Val-de-Marne. C'est aussi simple que ça. Pardon? Vive le Val-de-Marne. L'Oise. Ouais, ça va être bien. Oui, madame. Micro, il y a une caméra. Excusez-moi. Dans tes présentations, tu parles beaucoup de clubs, sur le football, etc. Mais à quel moment tu accordes une place, de par tes compétences, est-ce que ce serait pas plus utile à des coureurs amateurs, à ceux qui débutent, vu tous les outils que tu as? Ça les concerne aussi. Et comment on leur met à disposition? Après, c'est pas eux qui viennent me voir. Parce que ce soit toi ou dans ce que je suis en train de lire actuellement, parce que tu sais ce que je fais à côté, en fait, on parle beaucoup effectivement de tous ces clubs sportifs, que ce soit dans le golf, le tennis, la natation. On parle nécessairement toujours des clubs. On ne parle jamais de l'individu, de la personne, à pouvoir en parler. Après, je comprends bien. Quand on ne parle pas de l'individu, par exemple, dans le club où je suis actuellement, tu sais, je m'attache plus aux coureurs débutants, loisirs, voilà. Mais il n'y a pas d'accompagnement spécifique, il n'y a pas d'ouvrage spécifique consacré à ce type de public-là. Bah, je pense que tous ces outils-là, ils sont universels. Hein. Et on les rend pas accessibles, on se désigne pas, on ne va pas vers eux pour les accompagner. Ouais, alors, moi je suis dans une autre démarche. Je suis un pavé pierre. Non, je suis dans une autre démarche, c'est-à-dire que je pense qu'on peut bien accompagner les gens à partir du moment où eux font la démarche.
Tu peux pas, je le disais tout à l'heure, tu peux pas choisir, tu peux pas décider pour l'autre. Quelqu'un qui veut pas faire de sport, c'est une démarche personnelle. Pourquoi les débutants viennent moins vers ce genre d'outils? Peut-être qu'ils le découvrent sur le tas. Peut-être que c'est le sportif accompli qui, en progressant, va plus aller chercher. Tu sais, je pense qu'un coureur à pied, des fois, il n'a pas les bonnes chaussures au départ. On a tous vu ça. On a vu des gens démarrer avec les mauvais outils, techniques, etc. Et tu grandis, tu t'équipes en fonction de tes compétences. Et peut-être que ça en fait partie. Tu commences à t'équiper en fonction de tes compétences. Tu commences à changer de raquette parce que tu commences à évoluer en gamme. Peut-être qu'on s'intéresse plus aux choses. Non, peut-être. Je sais pas. Ça peut être une explication. Voilà. Ça peut être une explication. Merci pour cette dernière question. Moi, je voulais juste, avant de terminer, rendre hommage juste à des gens assez formidables. Il y en a plein, je pense à Stéphanie, je pense à... Parce que là, c'est le sport amateur, c'est tout le monde. Et je pense à Astrid, qui est venue. Astrid, j'ai rencontré sur la côte, elle venait régulièrement avec son camelback. Elle était là, elle faisait pas de bruit, et elle venait courir. Et elle a fait 6 km, et elle en a fait 11. Et elle revenait, elle en a fait 15. Et puis elle a fait son premier, je ne veux pas me tromper, son premier semi-marathon. Avec moi? Avec nous? Non, tu en avais déjà fait un. L'assaut. Son premier semi-marathon, Astrid, depuis... un jour, elle m'a parlé du sens. Et ça, je crois que le sens, ça lui parle quand elle court, parce qu'elle a défendu le fil rouge, qui est une cause noble. Et ça, je sais que ça lui parle. Et récemment, elle a fait 100 km. Les 100 km de nuit. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir partir de bas jusque. Et l'être humain, qu'il soit un sportif amateur ou un sportif professionnel, parce qu'il y a Cyril qui me fait un grand honneur d'être là, que j'aime beaucoup, qui est au-delà. Alors voilà, Cyril Lemoine, qui est ici, qui est un mec que j'apprends à connaître un peu plus chaque jour. Il a 8 Tours de France à son actif. Je crois que c'est le doyen du peloton français. On a un grand cycliste avec nous. Et pourtant si jeune. Et c'est un mec que je ne peux pas dire j'accompagne, voilà, on travaille, on fait plaisir ensemble à faire le boulot, comme je l'ai fait avec Stéphanie, qui est DRH. Donc c'est pour vous dire que vous voyez, ils sont à l'opposé l'un de l'autre de la salle, mais ce coaching il s'adresse à tout le monde et j'ai beaucoup de plaisir à t'accompagner Stéphanie comme j'accompagne Cyril. Merci Cyril. Merci Stéphanie. Alors Tony, la réponse à cette question, s'il te plaît, revenons-en à la concentration. Ça veut dire que je peux pas marcher plus pour... C'est peut-être pas le dire en fait. C'est peut-être... Le choix t'appartient. Ah bah non, c'est pas bon. Alors, et bien voilà. On a appris alors des voilà, cadeaux. le plus important, ouais, c'est ça, c'était... La ville est saturée là. C'est où? Voilà. Tu peux remettre? Ah. Ouais. Alors, voilà, au fond, ce que je voulais vous dire, bah tiens, une très belle image d'ailleurs. Tiens, on va rester là-dessus. Bah tiens, elle illustre très bien ce que je voulais vous dire d'important, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin, et qui que ce soit vous accompagner, le seul chemin qui se fait, Stéphane m'a beaucoup accompagné là-dedans. Merci Stéphane. Vous pouvez faire le tour du monde, vous pouvez faire la diagonale des fous, vous pouvez faire 100 km, vous pouvez faire 37 semi-marathons, on peut faire 8 tours de France. Je pense qu'il n'y a qu'un chemin qui nous relie, c'est celui qui nous relie à nous-mêmes et au plus profond de nous-mêmes et au cœur. Et celui-là, c'est la trajectoire la plus courte et pourtant parfois la plus difficile à faire. C'est là-dessus que je voulais terminer et vous dire que j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Et peut-être que mon plus grand challenge, c'est celui qui se présente à moi aujourd'hui. Tony, tu es venu les mains pleines. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on va demander à Stéphane
voilà, de nous donner les cadeaux que tu vas remettre et justement toi qui télécharges des informations du grand cloud universel, tu vas choisir un premier chiffre ou un premier nom entre 1 et 21, s'il te plaît, et on va offrir en premier lot le t-shirt, un des t-shirts qui t'a accompagné. Ouais, c'est important. Donc entre 1 et 21, on dit bien ça. quel est le nom? 4. Alors, le gagnant du t-shirt fétiche est Guillaume Rabot. Ah! Ben un autre? Alors, c'est Guillaume Rabot. C'est Guillaume Rabot et une main lui donnera. Mets-toi dans la lumière. Deuxième nombre ou chiffre? Ouais. Alors, ce t-shirt, effectivement, c'est la première fois que je m'en sépare, j'en ai eu quelques-uns. Et voilà, c'est la première fois que je fais ça et ça me fait plaisir. Avance, Tony. Avance, Tony. Et un autre, maintenant, le prochain gagnant pour les magnifiques baskets aussi. Ouais. Supporter. Le 11. Le 11. Le 11. Cyril Le Moine. Oh. C'est pas trop que... Ah, c'est bien. Un futur conférencier, il a plein de choses à dire aussi. Magnifique. Bah écoute Cyril, alors ce qui est extraordinaire, c'est que Cyril, lundi, il m'a fait un cadeau, il m'a offert sa tenue de cycliste. Oh. Non, mais c'est pas quand même. Alors mettez-vous dans la lumière tous les deux parce que là ça va. Il m'a offert sa tenue de cycliste et par contre elle est bien, elle est super propre, elle était bien emballée, c'est un vrai cadeau tout propre. Et moi je t'offre une paire de chaussures dégueulasses qui est celle qui ont servi le plus à mes 37 semis, ça me fait plaisir ça. Ah magnifique. C'est des cadeaux petits. Une Tour de France quand même, on peut l'applaudir. Et le dernier prix, nous rendez-vous, on fait la tête avec Tony pour un coaching de qualité. Alors, il est pas non. Alors, dernière gagnante, entre 1 et 21. Allez, le 15. Allez, le 15. Eh bien, ce sera Sophie Erhardt. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle est cool. Ah, mais c'est beau ça. Donc, Sophie, voilà. Explique qu'elle est passée sur TF1, aux 20h de TF1, il n'y a pas longtemps. C'est ça? Il y a 15 jours. Il y a que des stars ce soir. Hein. Aux 20h, ouais, c'est ça, en plein. Voilà. Et Sophie, raconte-nous ce que tu fais. Oui, mais je suis coach en rangement et en organisation. Donc, l'accompagne les particuliers et les gros pour les aider à gagner de la place, à gagner du temps, à alléger leur intérieur, matériellement, mais aussi immatériellement. Parce que, comme on dit, l'idée c'est la maison, ça vide la tête. Donc, voilà, c'est partie effectivement de mon activité qui est coaching à psychologique, parce que les gens avancent, se libèrent du passé, pour vivre le présent et faire leur projet futur. Donc, voilà. Coaching très matériel, mais qui a une dimension psychologique à faire. Comme sportif, je suis pas très. Moi, je fais ce que je peux, mais. Ça va venir, Sophie. Ça va venir. Tu vas m'aider à ranger mon sac de sport. Et puis... Donc, merci Delphine de nous rejoindre pour clore cette magnifique soirée. Si tu veux, ça me fait plaisir de te. Voilà, on va te laisser. Merci Tony. C'est un nouveau kilo aussi. Merci à tous d'être venus l'accompagner, le supporter. Voilà, merci. Et un petit peu lent, vous pouvez réfléchir là, on est plusieurs thérapeutes, voilà, on est holistique et vraiment ça parlait aussi de la démarche qu'on a d'accompagnement qui doit venir du cœur et donc on ramène les gens dans leur cœur aussi. Donc merci, c'était très universel, très intéressant. C'est pour le coup que des inséparables alors, ils sont là. Donc c'est ce qu'on souhaite. Bonne soirée et on se rejoint tous autour d'un verre et le prochain rendez-vous, je ne me souviens pas de la date. Alors, c'est Franck avec Franck. Ta baisse, oui, c'était
en novembre, le 22 novembre, et qui nous parlera de la trichothérapie, donc la coupe énergétique des cheveux. Mais voilà, il a tout un savoir qui va au-delà de la coupe énergétique. Voilà, vous pouvez le rencontrer là. Bien, bonne soirée, le 24. Oui, le 24 novembre, un jeudi, c'est toujours un jeudi, une fois par mois. Voilà. Très bonne soirée à tous. Ouais, bah tu l'as fait, ouais. Puis on peut faire des photos, ouais.